La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité alors que le regard était tourné vers Montreux en Suisse où s'est déroulé le 9e round de pourparlers entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC 123. Il faut dire qu'ici des progrès ont été enregistrés, notamment la signature ou les protocoles d'accord de libération des prisonniers et la vérification du cessez-le-feu entre les deux protagonistes. Et jusqu'ici, il faut dire que la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo est toujours à déplorer car les combats, les affrontements se poursuivent de ce côté-là. Et dans cette émission, nous allons justement analyser ou décrypter cette question pour savoir finalement que si ces pourparlers vont porter les fruits et espérer une paix durable dans la partie est de la RDC. Et pour en parler, je reçois ici sur ce plateau des invités avec qui nous allons aborder cette question. Ici à ma gauche, je reçois pour vous un analyste de la situation internationale en République démocratique du Congo. Il est expert en questions internationales. Il s'appelle tout simplement Jordan Maoula, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans cette émission Politique à la carte. Merci beaucoup, M. Junior, pour la confiance renouvelée et surtout pour nous avoir invités à pouvoir participer à ces sujets d'intérêt commun. Ça faisait longtemps. Ça fait vraiment belle durée qu'on ne s'est pas vu. C'est une fierté pour moi de vous revoir aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très heureux. Je reçois également Valentin Kadiata. Vous êtes criminologue et également quelqu'un qui s'occupe des questions internationales, mais aussi un politique avéré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Junior. En tout cas, je vous remercie et je salue également mes collaborateurs avec qui je vais partager le plateau ce soir. Sans oublier les gens qui me soutiennent, en fait, je ne vais pas me passer comme ça. Et je salue directement les professeurs qui m'enseignent toujours sur la question des problématiques ou bien des conflits internationaux. En l'occurrence, c'est monsieur le professeur Kateng, de Donin Kateng, qui est le directeur de l'ECOCRIM, et aussi le directeur de l'école de criminologie, monsieur Kalala Ilunga et Mathiasen, qui est aussi mon directeur de mon mémoire de master que je vais bientôt défendre dans quelques jours bientôt là. Donc je remercie à tout le monde et je suis content d'être ici avec vous, à tous les collaborateurs. Merci beaucoup. À votre droite, Homo sapiens Chimanga, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir monsieur Junior, bonsoir mes collaborateurs, bonsoir aussi à la population qui nous suit à ces moments. C'est pour moi un réel plaisir d'être ce soir chez vous, question de parler République. Nous aussi, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. On va commencer avec vous, monsieur Jordan Maoula, avec cette question, les pourparlers finalement, la reprise de négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC 123, le 9e round. En tout cas, certains disent que ça fait des trop. Quelle est votre lecture d'emblée par rapport à ça? Oui, très bien. Vous devez savoir qu'ici, il est question de la survie étatique de l'État. Et donc, les négociations doivent être poursuivies entre les deux belligérants ou les deux parties. Le 9e round des négociations qui se poursuit aujourd'hui en Suisse, c'est depuis mi-avril que ces négociations ont commencé. L'objectif poursuivi, c'était d'évaluer les deux protocoles signés en 2025. D'abord le mécanisme de libération des détenus et ensuite le mécanisme de cessez-le-feu, enfin de surveillance de cessez-le-feu, dont les deux parties en conflit s'entreccusent des violations répétitives de ces mécanismes de surveillance. Alors c'est vraiment un élément très important pour que les deux parties se remettent encore sur la table de négociation, revoir sur une même direction pour parvenir à un accord afin que la paix revienne dans la partie est de la RDC. Mais il faut aussi soulever qu'il y a le point de blocage dans ces négociations qui fait que les négociations ne puissent pas évoluer. Le premier point de désaccord ou de blocage, c'est d'abord du côté de la RDC ou de Kinshasa, c'est que Kinshasa exige les désarmements avant de poser toutes conditions politiques. Et du côté de la rébellion, c'est-à-dire le M23, exige des garanties politiques avant d'aborder toute question, n'est-ce pas, du désarmement. Voilà ce qui aujourd'hui entraîne ou constitue un frein dans l'évolution de ces négociations.
Et justement, ces négociations, aujourd'hui, c'est en interne, on peut dire que c'est en interne, parce qu'ici, on considère l'AFC 1-23 et la rébellion, justement, de 1-23 aujourd'hui, c'est comme si c'était un conflit interne, alors que sur le plan externe, c'est là qu'on parle des États-Unis d'Amérique avec cet accord qu'on a signé avec les Américains. Parce que jusqu'ici, vous semblez dire que, voilà, il y a des couacs, ça ne marche pas, c'est bloqué quelque part. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait privilégier pour espérer les retours de la paix? Bon, ce qui est ici, c'est d'abord, on ne peut pas signer les accords ou accepter tout ce que les M23 ou la rébellion est en train d'exiger. Parce que le carnet, je dirais, le carnet de charge de la rébellion va au-delà. Leurs exigences vont au-delà de ce que la RDC impose, c'est-à-dire c'est une question de souveraineté de la RDC qui est mise en jeu. On ne peut pas accepter de signer des accords ou d'accepter les exigences de M23, c'est-à-dire de la rébellion, pour concéder la souveraineté. Et donc, derrière le M23, il y a les soutiens invisibles, il y a la main invisible du Rwanda, et c'est le Rwanda qui dicte la ligne à suivre par les négociateurs du M23. C'est-à-dire, ici, nous sommes en train de faire face à une menace existentielle qui met en cause, n'est-ce pas, la souveraineté de la RDC, et d'où il faut aborder ces questions avec beaucoup de tact et beaucoup de prudence. C'est-à-dire, si la prudence n'est pas tenue ou n'est pas de rigueur, on peut concéder la souveraineté de la RDC et ce que nous craignons peut arriver. Donc, le pire peut arriver. Et c'est quoi le pire? Je me réserve aussi de pouvoir citer, n'est-ce pas, nommément ces pires-là, parce que personnellement, ça crée un peu de la frayeur. Homo sapiens, il faut traiter cette question avec beaucoup de tact, comme l'a souligné ici M. Jordan Maoula, par rapport à cette situation, espérant une paix durable dans la partie est de la RDC. Vous qui êtes de l'UDPS, de la majorité au pouvoir, quelles sont les lignes rouges que le gouvernement ne peut pas franchir ou ne peut pas permettre à ce que l'AFC 1-23 puisse franchir dans ses pourparlers? Oui, dans ces pourparlers, ce qui bloque d'abord l'avancement de ces pourparlers, c'est que les rebelles exigent la décrispation, donc soit tous ceux qui ont été condamnés, donc la décrispation politique, soit tous ceux qui ont été condamnés puissent revêtir de leurs droits, des libertés politiques et autres. Il y a aussi cette question de mixage, brassage, qui d'ailleurs sous l'Assemblée nationale avait voté contre ces histoires sous la présidence du président Bosco. Donc actuellement, certes, nous voulons le dialogue est politique, mais il n'est pas judiciaire. Tout celui qui a des comptes à rendre envers la justice, là, la justice va s'occuper de lui. Et c'est à ce niveau où ça bloque, parce que aujourd'hui, si on essayait de transiger à ces règles, c'est une façon de faire encore deux pas en arrière par rapport à l'avancement de l'État, parce que nous allons évoluer dans une routine qui est sans fin. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, les rebelles sont coincés, parce qu'ils s'étaient fixé un rendez-vous de plus tard, le 30 juin, d'être déjà à Kinshasa. Et ils se sont coincés quelque part, ils ne savent pas avancer et ils ne savent pas reculer. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés aujourd'hui jusqu'à Genève. Parlant de l'applicabilité ou soit de l'application de tout ce qui a été négocié aux États-Unis, c'est certes sur le plan pratique, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore des... rien n'est concret sur le terrain jusque-là. Rien n'est concret, mais il y a quand même des avancées significatives, parce que déjà par rapport à ce qui s'était passé à Uvira qui était tombé entre les mains des rebelles, mais juste après une déclaration de mise en garde contre les rebelles, ils sont retournés. Et beaucoup plus, ce qui empêche encore, ou soit qui met en difficulté cet accord, c'est les sorties médiatiques de l'ancien président de la République parce qu'au niveau des États-Unis ou encore à Doha, nous avons négocié avec les rebelles du M23 et la présence du Rwanda, bien sûr, a justifié son implication dans cette guerre. Mais quand le président de la République, un ancien président de la République de surcroît, fait une déclaration allant dans le sens de
de légitimer cette agression contre la République, ça essaie un peu de mettre les gens en difficulté. Ça essaie de dédouaner, le Rwanda, oui. le Rwanda qui a été reconnu au niveau des Nations Unies, ou soit par la résolution 2773, dans le sens où de retirer ces troupes armées sur l'étendue du sol congolais. Mais quand un ancien président de la République sort de son silence pour légitimer ces mouvements, ça essaie un peu de coincer encore la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes tout droit vers une paix durable, et ça sera d'ailleurs pour la dernière fois qu'on parlera de cette guerre sur la partie est de la République démocratique du Congo. Bref, mieux vaut encore patienter un peu pour ne pas revivre ce qui se passe aujourd'hui, parce que cette même guerre, on avait essayé de résoudre ça en 2009 et en 2013, et après ça n'a pas produit des fruits d'une paix durable. Et ces négociations vont dans le sens de trouver un compromis, de trouver une paix, juste aux rebelles d'accepter les conditions du gouvernement, parce qu'il jouit du privilège que l'octroie la Constitution, et c'est à ce niveau, je pense qu'on va bien s'entendre. Donc il faut dire que c'est depuis le vendredi que ces pourparlers ont pris fin, ces pourparlers qui ont commencé depuis le lundi passé, mais jusqu'ici deux points essentiels ont été abordés. Monsieur Valentin Kadiata, notamment la libération des prisonniers. Il y a aussi la vérification du cessez-le-feu, donc cette vérification conjointe entre les deux partis, la FC1-23 et le gouvernement congolais. Peut-on aujourd'hui dire que cela peut aboutir, ou bien ce sont des engagements à répétition sans lendemain? Bon, merci beaucoup, monsieur Junior, pour cette question pertinente, en tout cas qui va dans le sens de l'intérêt national. Moi, étant qu'analyste politique et criminologue, oui. Je pense criminologue de formation, c'est ça? De formation. Okay. Là, je donne l'honneur à mon professeur Kateng Dedonné. Allez-y. Voilà. Okay. Quand on parle de la rébellion, on voit d'abord les gens qui se sont rébellés contre les normes, bien les lois nationales. Vous savez, l'État, quand on parle d'un État, l'État est régi par la Constitution. Et la Constitution régit le fonctionnement, la forme de l'État, la forme, la façon dont les institutions doivent fonctionner et tout. La manière dont on doit gérer la République. Voilà. Oui. Maintenant, quand on parle ici de revendication de la rébellion, vous savez, quand on est face à une rébellion libidinale, j'ai l'impression que... Libidinale, ça veut dire? C'est-à-dire une rébellion de fantaisie, en fait. C'est un mot que j'ai un peu pris comme ça, voilà, pour juste dire que c'est une rébellion, une rébellion en tout cas, qui n'a pas sens d'être appelée rébellion comme telle. Pourquoi je dis ça? Oui, c'est une rébellion à la fois politique à la fois politique, à la fois hybride, à la fois comédienne. Donc je vais en tout cas mêler dans tous les sens. Pourquoi? Oui. Parce que vous rendez compte, on n'a pas commencé cette problématique de dialogue en Suisse ou à Doha ou en Chita. On a commencé ça au Kenya et puis on est parti en Angola. Kagame a refusé de signer. Le jour où on devrait normalement signer l'accord de cessez-le-feu, il avait fouillé, il n'avait pas participé, il avait carrément... Oui, nous connaissons tous l'histoire, cette rencontre qui a été boycottée par le président rwandais. Il avait boycotté. Et après, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, amène des loges, c'est-à-dire les assises des négociations de Doha en Suisse, c'est-à-dire quoi? Il veut justement, parce que quand vous regardez la la configuration de la Suisse n'est pas comme n'importe quel État. La Suisse, c'est un État qui est purement des médiations. C'est un État qui n'a pas vraiment d'armes comme il faut, parce que c'est un État qui n'a jamais été attaqué.
Maintenant, pour la stratégie, dans la stratégie du président de la République, selon mes analyses, je pense qu'il essaie justement d'internationaliser sa légitimité sur cette agression illégitime de Paul Kagame via ces pantins de M23 FC. C'est ce que moi je comprends. Parce qu'on ne peut pas comprendre. À Doha, ici je vais poser la question à mes co-débatteurs. Quelle est la raison principale pour laquelle les assises de négociation ont été délogées de Doha en Suisse? Il n'y a pas de raison valables. On va vous dire non, c'est justement il faut préciser ce qui se passe en Suisse, c'est la suite. C'est la suite. S'il vous plaît, vous avez posé la question. Non, je ne vous ai pas posé la question. Non, il a quelques secondes. Ce qui se passe ensuite, en Suisse, voulais-je dire, c'est juste la suite de ce qui a commencé à Doha. Et la raison est simple. Ça se retrouve aujourd'hui en Suisse par rapport à la guerre qui se retrouve au Moyen-Orient. S'il n'y avait pas la guerre, sinon ces assises... Donc ça a été... ça a été délocalisé. Pour des raisons sécuritaires. Des raisons là, sont des raisons que nous tous nous connaissons. Vous savez, ça c'est la politique. Allez-y, monsieur Kadiata. C'est la raison que nous tous nous connaissons. C'est la raison que nous tous nous connaissons. Voilà. C'est juste à cause de la guerre, parce qu'il y a la guerre. Voilà pourquoi on a délogé tout ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas l'État qatari ne vit pas, ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Actuellement, même les voyages, bien sûr, parce que il y a d'ailleurs même nos compatriotes qui sont là-bas, qui réclament à l'État de savoir comment les évacuer. Il n'y a pas de voyage, tout est bloqué là-bas. Tout est bloqué, mais je vous l'ai dit franchement, au-delà de tout ça, c'est aussi, vous savez, c'est dans cette affaire, c'est dans cette problématique qu'on peut aussi profiter d'internationaliser aussi notre légitimité. Parce que nous, ce que nous voulons... Donc pour vous, cette délocalisation, c'est une façon de rendre populaire. Oui, de rendre populaire, c'est un peu trop, je vais dire comment... D'internationaliser. D'internationaliser, voilà, c'est internationaliser la problématique parce que c'est important. Un pays comme la Suisse n'est pas, sur le plan international, n'est pas considéré comme Doha, par exemple. Ouais, internationaliser. C'est internationalisé. Allez-y, vous donne la parole tout à l'heure, juste après lui. S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne, s'il vous plaît. C'est-à-dire comment? Aujourd'hui, si cette question est traitée au niveau de Genève, c'est-à-dire comment même le Rwanda sera alcifié sur donc c'est son involonté en fait d'appliquer les accords, parce qu'on les connaît très bien. Il n'a jamais eu de volonté sur l'applicabilité des accords. Vous avez connu l'accord de Pretoria en 2002. Donc pour vous, vous savez. Donc quand on négocie au niveau de la Suisse, c'est justement pour encore plus artificier le Rwanda à ne plus avancer des arguments farfelus qu'il a toujours avancé, comme d'habitude, pour justement arrêter les faits, arrêter ces hostilités à l'est du pays. Et vous pensez que c'est de la volonté du chef de l'État que c'est dans la stratégie, dans l'État, tout doit être régi dans une stratégie anticipée en fait. Nous sommes dans une politique, dans une diplomatie anticipative. Donc le président de la République ne peut pas faire quelque chose d'une façon anodine. Il a la capacité de ramener cette problématique ici à Kinshasa. Tout comme il a le pouvoir d'amener cette problématique des négociations au niveau d'Afrique, mais dans un autre pays. Pourquoi c'est mal la Suisse? C'est parce que la Suisse, c'est le seul pays où, en tout cas, il y a d'abord c'est le siège international de la Croix-Rouge, je pense, c'est ça. Aussi, c'est le seul pays où il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de quoi. Donc c'est le seul pays reconnu expert en matière de négociation. Donc, si le président ramène jusqu'à ce niveau, c'est pour justement asphyxier le Paul Kagame, pour ne plus perpétrer ces velléités expansionnistes afin de perpétrer... Merci beaucoup, M. Valentin Kadiata. Monsieur Jordan Maoula, j'aimerais vous entendre par rapport à ce qui vient d'être dit sur ces plateaux, par rapport à cette situation. Certes, aujourd'hui, ça se passe en Suisse, à Genève, à Montreux. C'est là que se sont clôturés justement ces pourparlers entre la RDC et la rébellion de l'AFC 123. Ici, nous voulons d'abord savoir, est-ce que le gouvernement suisse est impliqué dans ces négociations ou bien c'est juste un terrain qu'on a accordé à ces deux parties pour se parler?
Donc, il faut comprendre que la Suisse a été d'abord choisie. Donc, le choix de la Suisse, c'était un choix stratégique par rapport à la stabilité d'abord du pays. C'est ce que l'ami voulait un peu dire. Oui, mais les mots justes l'ont manqué. C'est à cause de la stabilité de la Suisse. C'est pourquoi les partis en conflit ou en négociation ont accepté que ces négociations se poursuivent en Suisse, compte tenu de la situation sécuritaire dans la région du Moyen-Orient. Alors la situation, le climat n'est pas favorable pour que la poursuite des négociations soit faite, n'est-ce pas, au niveau du Qatar. Alors ici, je pense que l'ami doit un peu laver cette ambiguïté par rapport à l'internationalisation, de légitimité de Félix Tshisekedi, parce que le choix même de la Suisse, ça ne vient pas du chef de l'État Félix Tshisekedi, ce sont les organisateurs de ces négociations qui ont choisi la Suisse comme le terrain propice pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser la poursuite des négociations. Oui. Et donc, c'est dans ce sens, et vous avez posé la question si la Suisse aussi fait partie de ces négociations. Mais il y a un droit de regard qui est tacite, c'est-à-dire la Suisse est aussi observatrice de ces négociations, durant ces négociations qui se sont poursuivies sur son territoire ou sur son sol. Maintenant, quant à l'implication des États-Unis d'Amérique, ça c'était d'abord, je dirais, une annonce de bienvenue ou encore une bonne nouvelle lorsque les États-Unis d'Amérique ont pris à bras le corps l'initiative de négociations pour mettre fin, n'est-ce pas, à la crise qui s'est vue dans la partie est de la RDC. Mais ça peine jusqu'aujourd'hui parce que malgré l'implication des États-Unis d'Amérique dans la recherche de la paix dans la partie est de la RDC, on trouve que la situation s'enlise. Nous sommes en train d'observer l'enlisement du conflit ou encore de la crise dans la partie est de la RDC, tout simplement à cause du manque de volonté de la part de la rébellion et la poursuite des intérêts mesquins par le Rwanda, parce que le Rwanda, son intérêt c'est quoi? Que la guerre ou la crise se pérennise pour que le Rwanda continue à piller les minéraux dans la partie est de la RDC. Donc si aujourd'hui on disait on met fin à la crise et donc le Rwanda n'aura plus l'accès sur les minéraux de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il y aura la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire le gouvernement congolais va contrôler ces espaces, qui est échappé à son contrôle aujourd'hui, ou qui échappe à son contrôle, et désormais le Rwanda n'aura plus accès. Et il y a aussi un problème, c'est le problème lié à la responsabilité pénale internationale du Rwanda. C'est-à-dire le Rwanda est conscient qu'après la crise, le Rwanda sera poursuivi par l'EIC, c'est-à-dire, je parlerai de la Cour pénale internationale de justice. Le Rwanda sera poursuivi pour son implication dans cette crise dans la partie est de la RDC. Et donc, ce qu'il faut, il faut que cette crise continue. D'où, il faut même pousser à tout prix vers la balkanisation ou la soudanisation, c'est que certains disent. Donc, qui n'est pas d'issue. Et cela profiterait justement au Rwanda. Et donc, le Rwanda tient à tout prix que le désordre continue, qu'il y ait toujours la crise, pour piller et d'aider, pérenniser cette crise, parce que sa responsabilité pénale internationale est reconnue aujourd'hui à cause de son implication, parce que sur les sols congolais, nous avons des troupes rwandaises qui sont en train d'opérer. Il y a des enquêtes qui ont été menées par les experts de l'ONU. Il y a des documents, tout a été documenté et le Rwanda n'a plus d'alibi. Et donc, ça inquiète. Pourquoi? Parce qu'une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, qui s'est mêlée pour ramener la paix dans la partie est de la RDC, et ça tâtonne jusque-là, ça inquiète. Mais quand même, la bonne nouvelle est que la déclaration faite par le président Donald Trump à travers l'intervention de la journaliste angolaise, qui lui a posé la question sur le refus du Rwanda de retirer ses troupes, de se retirer immédiatement sur le sol congolais. Le président a dit qu'il va examiner de près ces refus ou cette décision pour soit penser à des nouvelles sanctions, mais les sanctions jusqu'où? Parce que jusque-là, même les sanctions n'inquiètent pas le Rwanda. Le Rwanda tient à tout prix à la poursuite de sa conquête. Ça tient Mardocus, justement, mais le président américain, lorsqu'on lui a posé cette question, on dirait qu'il n'était pas informé que les violences se poursuivaient sur les sols congolais. On dirait qu'il est tellement occupé avec ce qui se passe en Iran avec le détroit d'Ormuz, alors que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC est tellement préoccupante pour nous que ce qui se passe. Monsieur Moussa Pian, j'aimerais aussi vous entendre par rapport à cette question finalement. Doit-on boycotter ces pourparlers ou on doit continuer à poursuivre ces pourparlers entre la partie rebelle, alors que nous savons que c'est le Rwanda qui finance tout cela et c'est le Rwanda qui fait en sorte que cette situation soit bloquée à ce niveau-là?
Oui, vous savez, le Rwanda a instauré un système de malignité dans le sens où de tromper la vigilance internationale, tout en utilisant certains Congolais. Question de congoliser beaucoup plus davantage cette guerre. Parce que au niveau des États-Unis, nous sommes partis là-bas parce qu'il y avait des éléments accablants qui culpabilisaient le Rwanda face à cette guerre. Et quand on rentre, le Rwanda lui dit non, moi j'ai juste mis un système défensif par rapport à mon territoire. Et ce système défensif, c'est les FDLR et les autres pour lui. Non, ce système défensif, il les met sous prétexte, non, c'est pour ériger des barrières contre les FDLR. Pourtant, les FDLR ne se retrouvent presque pas en République démocratique du Congo. Et dans ce sens, moi je pense que pour vaincre le Rwanda actuellement, c'est juste question de réunir les fils et filles du Congo. Dans les dialogues. Bon, pas forcément question du dialogue, c'est juste interpeller la conscience de tous les Congolais. Parce que on est opposants, on est Nanga, on est Tshisekedi parce que le Congo existe. Parce qu'aujourd'hui, avec le système que le Rwanda a déjà mis en place, si on n'arrivait pas à se mettre ensemble et affronter cette guerre, nous allons au niveau de la Maison Blanche, on va changer de président en président, on aura des dialogues en dialogue, on n'arrivera jamais à trouver une solution adéquate parce que les États-Unis ont un rôle à jouer par rapport à ce que le Rwanda ont eu un grand rôle qu'ils ont eu à jouer dans le passé par rapport à ce qui est devenu le Rwanda aujourd'hui. Et ils sont à un certain moment en train de faire une sorte d'hypocrisie par rapport à cette question. Par exemple, ce que vous venez d'évoquer ici, c'est comme si Donald Trump, à un moment, il dit qu'il a déjà mis fin à la guerre en République démocratique du Congo. À un moment, il ne se rappelle plus si les hostilités continuent. Donc, ça montre d'une part aussi une certaine légèreté. Une certaine légèreté avec laquelle il prend la situation à l'est du pays. Donc, actuellement, par rapport à ce qui se passe à l'est, aussi aux prises de position de tout un chacun, moi je pense que ça continue à nous diviser beaucoup plus et ça donne encore la force au Rwanda parce que cette guerre tire ses sources d'abord par les divisions internes. Nous avons des institutions bien établies, nous avons la Constitution qui nous régit, qui prévoit un pouvoir rotatif. Je pense qu'il est grand temps de mettre de côté les intérêts égoïstes et voir tous dans la même direction et penser à l'avenir de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, peut-être Nanga qui est là-bas, sûrement il va suivre l'émission, Kabila et les autres. Dans 80 ans ou encore 40 ans, ils n'auront plus la force d'exercer ce qu'ils font actuellement. Mais c'est quel héritage qu'ils laissent actuellement au Congo? Moi, j'essaie, en tant que Congolais, j'essaie de dédouaner le gouvernement parce qu'ils sont établis par la Constitution. Mais ceux qui sont dans la rébellion, aucune disposition légale ne leur permet de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais c'est vrai, à un certain moment, on a besoin d'argent, on a besoin de nourrir la famille, mais s'il vous plaît, quand on voit Joseph Kabila, qu'est-ce que le Congo ne lui a pas donné? Aujourd'hui, il y a même des personnes qui parient que non, la personne est riche plus que la République démocratique. Mais pourquoi, s'il vous plaît, c'est vous qui avez le pouvoir, l'UDPS. Finalement, ça devient une répétition. Chaque jour, ce sont toujours les mêmes paroles. Chaque jour, c'est la rébellion. Chaque jour, c'est elle qui est derrière. Mais finalement, jusqu'à quand la population doit continuer à attendre? Jusqu'à quand des résolutions concrètes pour qu'il y ait crise, pour qu'il y ait la fin de la crise dans la partie Est? Quels sont les mécanismes concrets? Aujourd'hui, Doha, ça semble bloqué avec tout ce qu'on a évoqué ici sur ces plateaux. Concrètement, qu'est-ce que prévoit le gouvernement pour que finalement nous puissions sauter les pas? Vous savez, cette question, c'est une question purement sécuritaire. Et je ne pense pas qu'on doit venir ici à la télé pour parler des stratégies que nous, en tant que pouvoir, nous
nous mettons en œuvre pour en finir avec cette guerre. Mais pourquoi pas les dialogues? Parce que les dialogues, il y a l'opposition qui appelle au dialogue. Mais c'est ça, avec ceux le qui dialogue, se sont rebellés, le dialogue, on ne refuse pas. Oui. Mais le dialogue doit être sincère d'abord. Pourquoi les gens sont allés prendre les armes? Le pouvoir en place, ce n'est pas un pouvoir usurpateur. C'est un pouvoir issu des urnes. Les élections ont été organisées. Il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas voulu participer aux élections pour aller former des groupes armés pour attaquer le pays, leur pays. Et vous voyez, dans ce genre de situation, vous pensez que même s'il faut aller au dialogue, est-ce que on aura des personnes sincères à ce dialogue? Prenez même le cas de tout ce qui se passe. Ce qui bloque actuellement la fin des hostilités dans la partie Est. Beaucoup plus, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis, mais beaucoup plus avec ce qui s'est passé à Doha. Parce qu'à Doha, le gouvernement s'est retrouvé presque avec des personnes qui n'ont pas beaucoup plus... Donc, des personnes qui représentent ceux qui agressent la République, au lieu par exemple, de voir Nanga à la table des négociations, les tenants de cette rébellion. Parce que c'est eux qui décident. Ceux qui sont là-bas, ils ne viennent que rapporter ce qui a été dit par les rebelles, et à leur retour, qui sait s'ils vont rapporter fidèlement ce qui a été dit. Donc je pense que si on veut d'un dialogue, c'est un dialogue où Nanga est là, Bissimwa est là, tous les tenants de cette rébellion. Je pense que c'est à ce niveau où on va espérer à trouver des solutions adéquates. Déjà, eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à tous ceux qui organisent ces dialogues. Je pense, parce que pendant qu'il y avait le dialogue, pendant que le dialogue se tenait à Genève, il y a Nanga qui a fait d'autres déclarations qui ne font qu'ajouter de l'huile sur les faits. Donc, je pense que on revient à vous. Si aujourd'hui il n'y a pas de paix, ça n'émane pas d'une volonté des gouvernants. C'est parce qu'aujourd'hui, avec le cessez-le-feu qui a été décrété dans le cadre de ces démarches, le gouvernement, c'est ça un peu en difficulté d'attaquer, parce que les rebelles utilisent maintenant la population. Les rebelles mettent leur base dans la population. Et si le gouvernement veut attaquer, c'est comme le gouvernement tue maintenant la population. Et ce genre de situation... C'est l'une des stratégies prises justement par la rébellion. Je vous remets la parole tout à l'heure, si vous permettez bien. Non, mais je n'ai pas encore chité. Bon, vous avez quelques secondes parce que vous avez pris beaucoup de temps. Alors il est juste grand temps aussi à la population de prendre conscience par rapport à cette situation. Commençons déjà à dénoncer tout faux mouvement partout en République démocratique du Congo. Parce qu'avant que les rebelles arrivent à Goma, ils ont commencé d'abord par s'installer petit à petit jusqu'à ce qu'ils ont occupé Goma. Donc, en tant que Congolais, j'interpelle mes compatriotes de toujours dénoncer tout mauvais mouvement, et les services de l'État vont prendre cela en charge. En tout cas, je crois que c'est l'une des mesures justement pour lutter contre cette rébellion. Valentin Akadiata, oui. Lors de la conclusion de ces pourparlers en Suisse, il y a les mécanismes de libération de prisonniers, puisque du côté gouvernement congolais, on détient jusqu'ici 166 détenus de la rébellion FC-1-23. Et de l'autre côté aussi, ils détiennent quand même un nombre important. On parle de 311 détenus. Et ils ont un délai de 10 jours pour libérer ces prisonniers-là. Peut-on croire à cette libération, et qu'est-ce qui bloquerait ou qu'est-ce qui avait bloqué la fois dernière la libération de ces prisonniers? Parce que c'est l'un des mécanismes qui semble aussi faire couler beaucoup d'encre. Salut. Vous savez, monsieur Junior, je me sens un peu alcifié parce que j'ai l'impression que la question que vous me posez là, c'est la question que vous m'avez posée encore une première fois. Donc c'est la même question. Asphyxié. Voyez-vous? Asphyxié. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, asphyxié.
Bon, asphyxié. Allez-y. Voilà, artificieux, messieurs. Donc, vous comprenez déjà. Laissez-moi parler. Ça, c'est un peu... Voilà, ça a toujours été comme ça. Oui. Maintenant, j'ai l'impression que vous me répétez la même vous avez l'impression... Pourtant, il y a beaucoup d'incongruités que j'ai détectées, surtout de la part de mon confrère, de mon débatteur, juste à côté de moi, de l'IDPS. Je vais vous dire, monsieur, est-ce que vous pouvez me citer, quand on parle de la négociation, non, c'est moi qui pose des questions, donc vous n'avez pas de poser des questions, parce qu'il peut réagir et puis vous dites que le prend votre temps de parole. Sur les critères de ce qu'on appelle négociation, sur le plan international, parce que ce qu'il faut comprendre, hein, ce conflit est internationalisé. En criminologie, on parle d'un conflit transnational. Ça, c'est un conflit transnational parce que ça englobe. C'est-à-dire quoi? Les mécanismes, ou bien les systèmes de criminalité est organisé au niveau du Rwanda et perpétué au niveau du Congo. Déjà, ça devient une criminalité transnationale. Maintenant, monsieur, mon confrère de l'IDPS, quand il dit que non, c'est justement parce qu'il a interféré dans ses allocutions, les noms de Kabila et autres, je veux dire ceci. C'est faux, par exemple, vous m'avez posé une question qui cadote toujours. Moi, j'ai du mal à répéter la même chose. Mais je vais quand même répondre par rapport à ce qu'il avait dit et par rapport à ce que mon confrère aussi avait touché. L'internationalisation, quand j'ai parlé d'internationalisation. Justement, vous répondez à qui? C'est non, c'est à un certain moment. J'ai l'impression que... S'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Vous aurez l'état de... Monsieur Mon, s'il vous plaît, tolérance. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance. Monsieur les gens de l'IDPS, c'est toujours comme ça. Et moi, je comprends. En fait, c'est quoi la problématique en fait, en soi en fait? Premièrement, la vraie rébellion ne négocie jamais. Mais c'est Junior Benji. Il connaît l'historicité du Congo. La vraie rébellion ne négocie jamais. Voilà pourquoi je vais traiter dans une rébellion de ces steppes. Dans un français simple, j'avais traité les bidinales en fait. La vraie rébellion ne négocie jamais. Et comment elle procède? Voilà. Si j'ai dit que... moi je félicite. Moi je ne soutiens pas totalement, vous le savez, le président de la République. Mais quand il a amené ce dossier sur le plan, au niveau de la Suisse, je suis partant. Pourquoi? Parce que... Il faut préciser d'abord que ce n'est pas le président qui a ramené et d'ailleurs, ça je précise, quand tu l'avais parlé les organisateurs de cette négociation, ce sont eux qui sont à la base de cette délocalisation. Non, c'est faux. Parce que c'est lui qui est allé appeler les Américains pour négocier, pour être médiateur de ces phénomènes criminels qui se passent dans ce pays. C'était le président de la République lui-même. Au début, c'était le président de la République. Monsieur Valentin, il faut qu'on soit clair, parce que les téléspectateurs nous suivent. Donc, c'est Doha qui est médiateur. Pourquoi on parle du processus de Doha? Maintenant, les États-Unis est juste facilitateur et MONUSCO est observateur. Non. Donc la MONUSCO est observatrice. La médiation, nous avons déjà eu la médiation des États-Unis, nous avons déjà eu la médiation, nous avons déjà eu des accords, nous avons déjà eu, il y a eu la résolution, il y a eu l'accord. Oui. Donc, avec les États-Unis, on n'a pas... Voilà pourquoi on parle du processus. Les États-Unis ont envoyé cette problématique. Vous savez pourquoi on a envoyé les conflits au niveau de Doha? C'est parce que les États-Unis intervenaient bien, mais faisaient la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et non la RDC et l'M23. C'est ça. Il faut faire la différence. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les États-Unis sont venus après le Qatar. Il faut préciser, s'il vous plaît. Je suis en train de préciser. C'est pas les États-Unis qui ont envoyé cette médiation. Vous pouvez permettez-moi de citer. Je suis très bien précis. J'ai dit ceci. Le président de la République, c'est lui qui était le premier à aller aux États-Unis, en Amérique, pour demander à ce que les Américains interviennent dans ce conflit. Parce que pour lui, il traitait les Nang et les autres comme des pantins. Maintenant, quand j'ai parlé de l'internationalisation du conflit, pourquoi Suisse seulement? Vous avez dit non, ce sont les organisateurs. Il ne s'agit pas des organisateurs, il s'agit du gouvernement congolais. Vous savez, le seul président
bien la seule Vous personne parlez qui représente... de deux aspects-là, des deux concepts. Oui, parce que là... L'internationalisation du conflit et l'internationalisation des légitimités de Félix Tshisekedi. C'est ça que tu as évoqué. Légitimité, c'est-à-dire... Alors, vous quand je parlais de légitimité, c'est Vous répondez à quelle question, s'il vous plaît? On peut prendre toute une journée ici. Moi, je n'arrive pas à vous situer. Je n'arrive pas à vous situer. De quoi vous parlez au juste? Non, vous amenez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Valentin. Non, celui qui... S'il vous plaît. Monsieur Junior, t'as 2 minutes. Non, 2 minutes c'est beaucoup. Non, attendez. Homo sapiens, attendez. Une question Monsieur Valentin, c'est pas lui qui doit poser des questions, c'est moi qui pose des questions. Et voilà, moi j'encaisse. S'il vous plaît, je vous ai déjà posé une question. Répondez concrètement à la question, on passe à autre chose. Voilà. Donc là, vous avez pris suffisamment de temps. Non, je n'ai pas de réponse, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Valentin, allez-y. Il prend mon temps à la question. Qu'il arrête de prendre mon temps d'antenne. En fait, là, vous avez 30 secondes. Essayez de vous résumer et puis on passe au temps. En fait, moi, je suis dans un cadre purement stratégique. Je dis ceci. Moi, je félicite et je donne un coup de chapeau au président de la République parce qu'il a résolu que c'est pour parler au lieu d'aller dans un autre pays. Alors vous c'est plutôt les cadres qui vous intéressent. Moi, je suis sur la géostratégique parce que moi, je vois la suite, je vois la quintessence. Au-delà de ça, s'il vous plaît, monsieur, je vais chiter. Quel est le plus grand allié du Rwanda? Mais ici on a parlé. Non, Doha, c'est le plus grand allié du Rwanda que la RDC. Pourquoi négocier à Doha? Voilà pourquoi le président de la République, moi je m'étonne que les gens de l'UDPS n'arrivent pas à comprendre pourquoi le choix de la Suisse que Doha. Quels sont les plus grands importateurs de matières exploitées illégalement au Congo via le Rwanda, vers les pays là de Moyen-Orient? C'est toujours les Doha, les Qataris, les Arabes, les Émirats arabes. Donc si je dois vous résumer, le fait de localiser... C'est une bonne résolution, c'est une très bonne résolution. C'est favorable pour la RDC et ça peut porter des résultats concrets. Ça va porter des résolutions et aussi, s'il vous plaît, c'est fragiliser aussi l'implication occidentale dans cette matière. Parce que quand vous parlez de vos félicitations au chef de l'État. S'il vous plaît. Non, monsieur, vous avez mes félicitations. Quand on parle de l'implication occidentale dans cette affaire ici, on ne voit pas seulement le Rwanda. Pensez-vous que le Rwanda, c'est tel qu'il est là, il peut nous battre comme ça? Non, même pas. Voilà. Donc, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Junior. Donc, il y a une implication. D'accord, monsieur Valentin. Cette résolution-là a été bien raisonnée, a été bien résolue. Voilà pourquoi je dis à mes confrères de l'UDPS, soyez ressourcés. Des fois, vous avez des données qui ne sont pas empiriques. Et nous, qui nous considérons des fois être criminologue, en fait, maintenant vous faites de la société civile. Monsieur Homo sapiens, vous avez la parole. Ça m'étonne. Monsieur Valentin, vous avez quelques minutes, parce que c'est le temps de parler de merci beaucoup. Jordan. En tout cas, je connais les criminologues. En tout cas, je ne sais pas s'il fait sciemment ou soit c'est juste son cerveau essaye de l'abandonner alors qu'il en avait le plus besoin. Non, ça c'est pas vrai. Je connais le prof Chinyama, je connais le prof en tout cas, ce sont des personnes... Gabin, ils sont oui, Gabin et les autres. Vous savez, les gens que j'ai fréquentés de la criminologie, sûrement ils sont fiers de leurs frères. Parce qu'ils défendent valablement la faculté. Mais si je peux répondre en tant que quelqu'un de l'UDPS sur tout ce qu'il a parlé, déjà, il a beaucoup de difficultés. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il pense qu'employer les gros mots, c'est peut-être être intelligent. Et les gros mots, même s'il faut les employer, il faut connaître aussi le sens. Par exemple, le choix de aujourd'hui, le président Tshisekedi fait partie. Donc, parlons de l'implication de Doha comme un grand partenaire, du Qatar comme un grand partenaire du Rwanda. C'est faux et archi faux. Avant même avant que le gouvernement se retrouve avec les rebelles à Doha. Les premiers à y être, c'est le président Tshisekedi et son homologue
du Rwanda. Pourquoi on encore en Angola ça? Le président Tshisekedi a signé avec le Qatar des contrats de plusieurs milliards. Dès lors, de l'Est, ce n'était pas au Rwanda. Donc, à un certain moment, nous devons aussi respecter la population qui nous suit à ce net moment, parce que parmi elles, nous avons des professeurs, nous avons des grands cerveaux et qui donnent beaucoup plus de l'estime à l'émission. Et je pense qu'il est vraiment très crucial de dire ce qui est vrai, au lieu de raconter des histoires juste parce qu'on veut se faire entendre. Donc actuellement, nous devons vraiment féliciter le gouvernement par rapport à cette démarche, parce que nous tendons vers paix durable. Maintenant, ça dépend juste de la volonté des acteurs et beaucoup plus ceux de l'opposition et ceux qui prennent les armes. Parce que notre constitution nous prévoit un pouvoir rotatif. Et on ne peut pas agir contre la République sur base des concepts, soit des militants, soit pour ceux qui entourent le président de la République. Parce que dans le chef, que ce soit dans le chef de beaucoup de politiciens, ils prêtent le président de la République des intentions sur base de concepts, soit de ceux qui disent, ceux qui entourent le président de la République, ou soit... Tout droitine à trois. Notamment. Imaginez ces gens... Bon, c'est des choses qui en venaient. Imaginez que Sili Defes aussi en 2017 ou en 2016 pouvait prendre les armes parce que quelqu'un avait dit Kabila Chikata. Vous pensez, vous pensez comment nous allons évoluer dans ce pays? Donc à un certain moment, nous ne devons pas agir dans des sentiments. Nous devons être lucides et beaucoup plus objectifs dans tout ce que nous faisons. De toutes les façons, tous nous cherchons, c'est l'intérêt de la mère patrie et de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Merci, Homo sapiens. Mais là vous m'avez... Non, s'il vous plaît, je reviens à vous tout à l'heure. Non, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Jordan Maoula, il y a cette question que j'ai posée tout à l'heure à Monsieur Valentin. Et j'aimerais également que vous puissiez répondre par rapport à ces mécanismes de libération des prisonniers. Du côté de la RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons au moins 100, on parle de combien déjà? On parle de 166 prisonniers que la RDC détient de son côté. De l'autre côté de la rébellion de la FC-23, on parle de 311 détenus. Et dans ces pourparlers, on a décidé justement de la libération des prisonniers en ayant 10 jours. Pensez-vous que cela sera respecté? Et pourquoi pas cela n'a pas été respecté dans les temps? Très bien. La problématique sur le respect de ce mécanisme se fonde d'abord sur la crédibilité des deux parties. Principalement, la responsabilité revient à la rébellion. Parce que la rébellion est consciente que la plupart de ces détenus, c'est-à-dire les militaires congolais qui ont été arrêtés lors de l'occupation de la ville de Goma, ainsi que de la ville de Bukavu, la majorité ont été tués. Ils ont été tués pour la plupart, et la conséquence, c'est qu'ils sont dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de restituer maintenant ces militaires congolais qui ont été détenus selon eux, alors qu'ils sont tués. Et donc, le gouvernement congolais a posé des conditions telles que on doit passer par la vérification de l'identité de tous ces prisonniers, pour savoir réellement si la rébellion n'a pas substitué à la place des militaires congolais, des militaires rwandais, pour que ceux-là viennent jouer les jeux d'espions. Okay. C'est ça le problème. Donc le vrai problème se pose sur la crédibilité et la confiance entre les deux parties. Du côté gouvernement congolais, il y a les détenus sont là, ils existent bien. Dans les prisons, ils sont là bien détenus. Aujourd'hui, le gouvernement congolais... Mais condamné à perpétuité, oui, condamné à mort. Condamné à mort pour leur implication dans les crimes qu'ils ont commis. Mais ils sont là, ils existent. Mais du côté de la rébellion, on ne voit pas ces détenus parce qu'ils ont été décimés, ils ont été tués. Maintenant, ils ont substitué ces militaires détenus par eux, par d'autres militaires, par d'autres éléments. C'est là que se pose maintenant la crise, la vraie crise, quant à ce mécanisme, n'est-ce pas, de transfert de détenus. Alors, vous avez posé la question de savoir comment ça peut réussir, mais pour que ça réussisse, il faut que les deux parties, surtout du côté du gouvernement congolais, que l'on puisse jouer beaucoup plus sur la prudence. La prudence, c'est-à-dire qu'il faut passer par la vérification au cas par cas de chaque détenu qui proviendrait
du côté de la rébellion pour savoir la vraie identité. Parce on se retrouverait avec des espions rwandais qui seront infiltrés dans notre population et pour poser à la longue des actes d'attentat. C'est ce qui pourrait justement compliquer la situation. Vous cherchez à prendre la parole. Je crois que notre temps est pratiquement épuisé. Vous avez 1 minute avant qu'on puisse donner à chacun la parole pour conclure. Oui, voilà. Moi, je lui donne vraiment raison. C'est ce qu'il dit là, c'est ce qui est même dit, stipulé dans les accords signés récemment. Il y a l'accord de principe à Doha, il y a aussi l'accord signé le 27 juin. C'est la même chose qu'il est en train de dire là-bas. Donc c'est la réalité. Maintenant, moi je suis en train de fustiger mon frère qui est en train de se contredire lui-même. J'ai l'impression qu'apparemment on ne se comprend plus alors qu'on est dans une même rubrique. C'est là que on se comprenait avant. On se contredit alors qu'on est dans une même rubrique. Pas possible. Il s'agit de la sûreté. S'il vous plaît, il s'agit de la sûreté de l'État. Alors, quand on est en train de distribuer... Attends, je dois être honnête avec toi. Est-ce que tu sais que ceux qui nous suivent sont en train de rire grave quand tu prends la parole? Non. Donc, ils te prennent pour un comédien. Il s'est dit... Arrêtez ça. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il a dit, tu ressembles à la boulette. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi. Non, sérieusement, c'est pas possible. Est-ce que tu fais la comédie? On vous connaît. Non, je t'ai dit avec ceux qui nous suivent. Elle pense que tu fais la comédie. Monsieur Valatin, vous avez 1 minute et vous avez des secondes comme ça répondre. Non, vous êtes libre quand même. Oui, je suis libre. Vous êtes en politique. Monsieur Homo sapiens, s'il vous plaît, on n'a plus de temps, s'il vous plaît. Oui, allez-y. En tant que toute éthique et d'ontologie de la chaîne, et dans cette émission, il faut respecter le temps. Oui, allez-y. Donc, respectez mon temps dans la tête, s'il vous plaît, que j'ai... Vous n'avez plus de temps, il est en train de m'interrompre, c'est le problème. Répondez, s'il vous plaît. Je réponds à la question. Je félicite le président de la République. Vous voulez je félicite le président de la République sur son choix de choisir la Suisse pour la... C'est pas ça la question. Maintenant. Lui n'a pas félicité. Maintenant, le problème c'est lequel? La caméra est là. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez là, c'est vous qui faites la comédie. Je serais obligé de vous arracher la parole. Avec tout le respect, non, s'il vous plaît, avec tout le respect, je serais obligé. Arrachez-lui la parole. Moi, c'est moi qui ai la parole. Mais vous avez la parole, qu'est-ce que vous en faites? Il est en train de m'interrompre en fait. Non. Tout ce que je vais dire par rapport à tout ça. Tu remercies le président. Non, arrêtez la comédie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est grave. Respirez d'abord. Monsieur Homo sapiens, nous finissons déjà l'émission. Non. Non, je reviens à vous tout à l'heure. En tout cas, mon mot de conclusion, c'est que nous devons être sérieux envers la République, surtout qu'elle nous a tout donné, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou encore ceux qui... Parce que parmi les rebelles, il n'y a que la majorité, ils ont occupé des fonctions en République démocratique du Congo. Voyons au moins la population, la pauvre population qui n'a jamais touché même $200 de salaire. Parce que les moyens qu'on engage dans la guerre, même quand on part au dialogue, ce sont les moyens de la République que nous engageons. Donc à un certain moment, nous devons voir l'avenir du pays parce que tout ce que les rebelles font, ça ne profite qu'aux pays étrangers. Ça met en difficulté le développement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Homo sapiens. Je rappelle que vous êtes membre de l'UDPS, le parti au pouvoir. M. Jordan Maoula, un mot pour finir. Très bien, M. Junior, il faut savoir d'emblée que le pays, la RDC est en train de passer une zone de turbulence qui est en train qui fait guetter le pays un danger très très important. Cela exige à tous les Congolais la prise de conscience collective pour que nous puissions lutter à cette crise qui a beaucoup plus d'impact ou qui a des conséquences dans les jours à venir parce qu'ici il s'agit de la question de la survie étatique de la RDC sur la scène internationale parce que le Rwanda avec son agenda caché cherche à tout prix à déstabiliser la RDC avec ce que moi je ne saurais pas dire ici, l'idée de pouvoir balkaniser. Mais il faut que les Congolais se réveillent. Parce que ça inquiète aujourd'hui que ceux qui ont travaillé avec le chef de l'État, j'ai dans le cas de M. Ibalanki, qui aujourd'hui se retrouve avec la rébellion. Donc il a compris toutes les stratégies du chef de l'État
Et après, il se désolidarise du chef de l'État pour aller rejoindre le camp de la rébellion afin de pouvoir enliser encore davantage ou endurcir davantage, n'est-ce pas, le cœur de ces rebelles pour que l'on ne trouve pas finalement une issue qui soit favorable. Et donc ici, tout Congolais a le devoir, je lance cet appel pathétique, à tout Congolais de s'élever, de défendre la patrie parce que nous n'avons que la RDC comme pays. Merci. Si aujourd'hui la RDC n'existe pas, on ne parlera pas des individus, on ne parlera pas de Tshisekedi, on ne parlera pas de Martin Fayulu. Merci beaucoup, M. Jordan. Je rappelle que vous êtes chercheur en questions internationales. M. Valentin, rapidement, on finit. Oui, j'ai fini. En tout cas, moi aussi, j'appelle à tous les Congolais d'être prudents. Et je remercie le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire, pour sa diplomatie. Et en plus, je vais dire une chose. En tout cas, il ne faut pas qu'on se penche ou bien qu'on mette toute confiance à l'international. Parce que nous savons très bien que l'Occident a aussi un rôle négatif ou bien pessimiste qu'il est en train de jouer en faveur du Rwanda. Donc, au-delà de tous les efforts que le gouvernement congolais fournit sur le plan international, il faut aussi tenir compte du plan interne aussi. Il faut se tenir compte du dialogue. Il faut qu'on dialogue entre nous. Parce qu'au niveau du Congo, parce que comme on a toujours dit en politique, tout acte interne a toujours des répercussions sur le plan international. C'est-à-dire quoi? S'il y a des pérosités frontalières, c'est-à-dire il y a des gens là qui sont aux frontières là-bas qui donnent accès à cette pérosité là-bas. Donc j'appelle à tous les Congolais à être conscients, à ne jamais trahir le Congo. Nous n'avons que Congo comme pays. Voyez. Donc au-delà de tous les efforts conjugués par le gouvernement congolais, et aussi le dialogue entre nous les Congolais, c'est tellement important, la sensibilisation des Congolais, d'être conscients de ce qu'ils font, les traîtres qui sont là-bas, qui sont en train de livrer des informations importantes envers l'ennemi, qu'ils arrêtent de faire ça pour que les Congolais continuent. On a que Congo. On ne sera jamais colonisé par un petit pays comme Merci beaucoup, voilà Monsieur mon Valentin. petit message de la fin. Voilà, merci, monsieur Valentin. Je rappelle que vous êtes criminologue et analyste politique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est vers cette note que nous mettons en point final à cette émission d'aujourd'hui. Merci donc à vous de l'attention y accordée. Nous espérons que vous vous êtes fait une idée parfaite de la marche de la République démocratique du Congo avec ces pourparlers des Doha qui ont justement connu son épilogue le vendredi dernier en Suisse où ça s'est passé. On a également parlé du mécanisme de libération des prisonniers des deux côtés. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.